Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Et pour évoquer l'un des thèmes de cette campagne électorale pour les départementales et les régionales, pour évoquer le vol, l'insécurité, nous sommes en compagnie d'un historien, Arnaud Dominique Hout. Il faut que je vous présente. Vous avez beaucoup réfléchi à l'histoire sociale et culturelle de la France, à l'histoire du vol, donc de la gendarmerie également. Vous publiez Propriété défendue, la société française à l'épreuve du vol, 19e, 20e siècle aux éditions Gallimard, un livre qui, je dois le dire, a reçu hier le prix du Sénat du livre d'histoire. Alors, cela fait quelques années que le thème de l'insécurité dans la campagne, puisque si par exemple on voulait entendre Alain Peyrefitte en 1981, eh bien voilà comment il évoquait ce thème. Ces décisions très sévères, les plus sévères qui soient, s'expliquent, à mon avis, dans une large mesure, par un sentiment d'insécurité qui est très répandu. Ce sentiment d'insécurité, il faut le faire reculer. Et nous le ferons reculer de deux manières. D'abord en prévenant la délinquance et la criminalité, et ensuite en la réprimant. On ne peut pas se passer de l'un ou de l'autre. Quand on réprime, il ne faut pas dire « Ah, vous ne prévenez pas ». Et quand on prévient, il ne faut pas dire « Ah, vous ne réprimez pas ». Il faut les deux à la fois. Alain Peyrefitte, qui était donc ministre de l'Intérieur, votre réaction, Arnaud Dominique Hout, cela fait longtemps qu'on fait de la politique avec ce thème. Tout à fait, c'est vraiment un des thèmes structurants du débat politique sur peut-être un demi-siècle maintenant, parce qu'effectivement, c'est dans les années 1970 que cette question-là de la sécurité va vraiment fonctionner parce qu'elle polarise le débat politique, parce qu'elle permet d'opposer de manière très schématique, finalement, la gauche et la droite sur un petit peu un jeu de rôle qui va fonctionner de manière assez simple dans les années 70, 80 et un peu 90, autour de l'idée que la gauche défend les libertés et s'oppose à la peine de mort et que la droite, de son côté, incarnerait une politique de répression. C'est intéressant d'ailleurs d'entendre Peyrefitte ici qui essaye de... Ministre de la Justice, d'ailleurs. Voilà, qui essaye de se détacher justement du rôle convenu où on voudrait justement l'enfermer dans la logique de répression. Alors c'est vrai que ce débat-là, on n'en est pas sorti parce que ça s'est énormément amplifié avec la présidentielle de 2002, qui s'est très largement jouée sur la question de la sécurité. Et on voit bien que, encore aujourd'hui, c'est un des thèmes qui nourrit finalement toute une rhétorique sécuritaire qui est omniprésente. Et le corollaire de tout cela, c'est le rôle de la police et de la gendarmerie. Je les distingue parce qu'elles sont distinctes et aussi parce que vous avez étudié leur rôle respectif, Arnaud Dominique Hout. Oui, il y a une distinction à faire, y compris en termes d'image. Ça, c'est un point qui est toujours assez curieux. C'est que quand on regarde les enquêtes d'opinion, il y a une plus grande popularité de la gendarmerie, qui est d'ailleurs pas forcément simple à expliquer, mais dont on peut trouver une racine, notamment dans le rapport à la question du vol et de la petite délinquance. En fait, ce qui se joue là aussi dans les années 60-70, donc c'est pas si vieux, c'est finalement une perte de contrôle quand les forces de l'ordre n'arrivent plus à faire face à une augmentation du vol, en particulier de la petite délinquance. Alors ça s'explique par des tas de raisons, mais notamment parce qu'il y a d'autres priorités qui sont données aussi aux forces de police. Ce phénomène, ce décrochage entre les attentes de la société et la réponse des forces de l'ordre, il est sans doute plus rapidement visible dans les grandes villes et donc en zone police. À l'inverse, la gendarmerie a longtemps gardé l'image d'une force qui traitait davantage finalement les enquêtes. C'est pas forcément vrai d'ailleurs dans la pratique, mais c'est un peu un jeu d'image ici. Aujourd'hui, et là on le voit, là aussi c'est une tendance lourde des 50 dernières années, la petite délinquance est très difficile finalement ici à traiter pour des forces de police qui n'ont pas forcément les moyens ni l'envie en réalité de traiter ces questions. Mais alors, précisément, il y a un thème qui semble nouveau, mais dans votre livre Propriété défendue, on se rend compte qu'il n'est pas si nouveau que cela, c'est l'insécurité à la campagne. Arnaud Dominique Hout, il y a eu quelques reportages récemment qui expliquaient qu'il y avait, alors ce sont des thématiques nouvelles, comme par exemple le trafic de drogue dans les zones rurales. Ça, bien évidemment, au 19e siècle, ça n'était pas aussi présent, mais néanmoins, le thème de
l'insécurité rurale est un thème qui, de différentes manières, a été traité depuis longtemps. Expliquez-nous. Absolument. On se rend compte récemment que les vols de récolte, par exemple, ou les vols de bestiaux, c'est quelque chose qui revient dans l'actualité. On en parle et ça provoque des vraies inquiétudes chez les éleveurs ou les agriculteurs. Ça, c'est typiquement une délinquance 19e siècle, et même antérieure d'ailleurs. C'est une délinquance qui était pour partie une délinquance de nécessité. Et là, c'est une différence aujourd'hui avec des modèles de délinquance qui sont plus professionnalisés. Mais au 19e siècle, finalement, l'un des délits les plus courants, c'est justement le vol de récolte, en partie pour subsister, tout simplement. C'est un vol de nécessité. Quand on veut survivre, justement, il faut parfois, justement, attaquer la propriété d'autrui. Et c'est les campagnes qui sont les plus fragiles de ce point de vue, parce que, justement, il y a quasiment pas de force de police. Au 19e siècle, la gendarmerie est chargée de la sécurité des campagnes, mais la gendarmerie est basée dans les petites villes, donc elle n'est pas très présente en réalité dans les villages et les hameaux. Vous venez d'évoquer l'état de nécessité. C'est un thème qui revient de manière récurrente dans les débats autour de l'insécurité, autour du vol et autour de la tolérance que l'on pourrait avoir ou que l'on devrait avoir à l'encontre des personnes qui dérobent pour vivre parce qu'elles sont réduites à un état de misère qui ne leur laisse guère le choix. Quelle est l'histoire de ce thème, l'état de nécessité, Arnaud-Dominique Hout ? C'est un thème très ancien parce qu'il remonte très largement à une sorte de tradition de la charité religieuse, au nom de l'idée justement que celui qui a besoin de voler pour vivre a le droit de voler, puisque la vie est supérieure à la propriété. Mais justement, tout au long du 19e siècle, on a un processus qui est un petit peu paradoxal, mais qui en même temps est logique. D'une part, on va justement punir plus doucement, c'est-à-dire que le quantum des peines va plutôt diminuer, mais du même coup, on va punir plus systématiquement. Parce que comme justement la peine est moins spectaculaire, on a moins de raisons de faire preuve de tolérance. Et typiquement, la prison avec sursis, c'est vraiment à la fin du 19e siècle l'invention qui permet de punir presque systématiquement. Et c'est là qu'on a une belle histoire. C'est justement en 1898, une petite voleuse, comme il y en a tant d'autres, qui a volé un pain de 23 sous. On a vraiment le détail précis, un pain de 500 grammes, et qui justement devrait être condamné en toute logique à une peine symbolique, une semaine de prison avec sursis. Et là, on a un juge, le juge Magnot, qui fait le choix de la relaxer, ce qui n'est pas forcément exceptionnel, mais qui fait le choix de la relaxer en ajoutant que ce vol était légitime. Il motive le jugement en disant qu'on a le droit de voler quand la société est mal organisée. Alors le jugement va être confirmé, les motivations, elles, vont être annulées, parce qu'on ne veut surtout pas que ça fasse jurisprudence. C'est un débat qui traverse le monde juridique jusqu'à aujourd'hui. C'est revenu récemment avec des vols alimentaires dans les supermarchés. Mais dans l'imaginaire français, il y a quand même Jean Valjean, ce bagnard qui va au bagne parce qu'il a volé du pain pour nourrir, je crois, ses 7 frères et sœurs. C'est ça, c'est sa sœur et ses neveux et nièces qui disparaissent d'ailleurs très vite du roman. Alors effectivement, Jean Valjean est condamné à une première peine de prison, 50 travaux forcés, pour avoir volé un pain. La peine va s'alourdir ensuite parce qu'il s'évade et que donc il est repris. Mais c'est à la fois excessif, parce que les critiques de l'époque, dans les années 1860, reprochent à Victor Hugo d'avoir exagéré. De dire c'est pas réaliste, quelqu'un qui vole un pain prend pas 50 travaux forcés. Et Victor Hugo peut leur opposer, à bon droit justement, la lettre du code pénal. Dans le cas de Jean Valjean, ce qui est grave, c'est pas le vol de pain. Ce qui est grave, et d'ailleurs Victor Hugo met l'accent dessus, c'est le point qui fracture la vitre. Et c'est l'effraction qui là est très grave. Mais alors Jean Valjean le reconnaît-il justement, Arnaud-Dominique Hout ? Oui, en fait ce qu'on oublie, c'est que Jean Valjean doit être coupable. On a évidemment cette image d'un Jean Valjean fondamentalement excusable, évidemment. Mais pour Victor Hugo, dans l'économie du roman, il faut que Jean Valjean soit coupable pour qu'il y ait une rédemption. Et c'est intéressant parce que Jean Valjean, il est confit de remords. Tout au long du roman, il ne se remet pas d'avoir volé. Alors, c'est pas tant le pain, c'est ensuite les chandeliers de Monseigneur Myriel et la petite pièce d'argent qu'il a volée. Voilà. Mais, le petit Gervais. Le petit Gervais, voilà. C'est vraiment des toutes petites choses, mais qui finalement ternissent sa conscience et qui font que quand il va s'accuser lui-même, quand il va dire « c'est moi Jean Valjean, mettez-moi en prison », d'une certaine manière, il est convaincu qu'il mérite la prison. Mais alors,
lorsque vous écrivez Propriété défendue et que vous retracez ce que vous appelez l'histoire de la civilisation de la propriété, parce que la crainte de tout cela, ça n'est pas tant le vol du pain qu'une forme de mimétisme, de grand désordre créé par cette société où le vol serait légitime et où la propriété deviendrait un statut précaire, alors que cette société, elle s'édifie, dites-vous, sur le thème justement de la propriété, Arnaud-Dominique Hout. C'est la Révolution française, de ce point de vue, qui est vraiment la rupture idéologique fondamentale. La Révolution française, elle refonde l'ordre social, puisqu'évidemment, toutes les anciennes valeurs volent en éclats. Et cette refondation, elle se fait sur la base de la propriété, qui est consacrée dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est consacrée dans les codes napoléoniens, le code civil et le code pénal. Alors, à mon sens, il faut un peu de temps pour que cette nouvelle théorie, elle infuse dans la société. Et c'est une génération plus tard, c'est dans les années 1830-1840, qu'on voit bien justement une nouvelle génération qui a grandi dans cet imaginaire-là, et qu'on voit bien surtout des juristes qui désormais ne se contentent plus d'édicter des grands principes et des grandes valeurs, mais qui veulent les rendre très concrets. Et il y a tout un mouvement de criminalisation des petites atteintes à la propriété. C'est Karl Marx qui l'avait remarqué en Allemagne, parce qu'on a le même mouvement, quand il évoque les voleurs de bois, les voleurs de myrtilles, de fruits sauvages, qui sont désormais passibles justement d'amende ou de peine de prison dans l'Allemagne des années 1830. Et oui, c'est très étonnant parce que vous citez par exemple la hiérarchie des vols selon le code pénal en 1832. Et on voit qu'il y a des circonstances aggravantes, par exemple les vols commis dans des édifices consacrés au culte. Mais il y a aussi des vols qui sont commis par des circonstances de qualité aggravante, par exemple les vols commis par un domestique. Ce qui signifie, Arnaud-Dominique Hout, qu'il y a un regard moral dans les sanctions qui sont infligées à ceux qui volent. C'est tout simplement une répression de classe, parce qu'on est dans une société de classe. Il ne faut jamais l'oublier, la France du 19e siècle est un pays fondamentalement inégalitaire. Cette inégalité, elle est fragilisée par le fait que le propriétaire a besoin de non-propriétaires, et typiquement, il a besoin de domestiques. Le domestique, c'est la personne qui a le plus de facilité matérielle à voler. Et donc, il faut rendre la peine particulièrement redoutable pour intimider et pour empêcher. C'est évidemment un outil ensuite qui va être utilisé de manière extrêmement brutale pour renvoyer des domestiques, et non seulement les renvoyer, mais les emmener vers la prison parfois. Mais là aussi, vous citez Michel Foucault, Foucault qui explique que l'automaticité des peines est quelque chose qui va s'accroître, tandis que la sévérité des peines, elle diminue, et c'est dans l'optique donc, de cette société qui veut se défendre, et comme elle repose notamment sur la domesticité, eh bien, elle considère qu'il faut défendre cet ordre social-là. Exactement. C'est vraiment Michel Foucault qui a compris ce que signifiait la prison, le passage justement des peines physiques, c'est-à-dire justement des supplices à la prison. C'est la possibilité désormais de punir de manière plus large, plus systématique. Et ce mouvement-là, Foucault le décrit en fait pour la période qui va du 18e au 19e, et on peut vraiment le prolonger, Foucault le suggérait d'ailleurs, parce que c'est un mouvement de très longue durée. La diversification et l'adoucissement, c'est la formule de Foucault, il met lui-même des guillemets, l'adoucissement des peines, c'est un moyen en réalité de mieux contrôler la société, parce que ça permet justement d'avoir moins de nuances, moins de tolérance ensuite, et moins d'exceptions aux règles. Mais alors, si on prend par exemple le quantum des peines pour le 19e siècle, Arnaud-Dominique Hout, on se rend compte finalement qu'il n'est pas si éloigné. Alors, il y a bien sûr des choses qui sont complètement hors de propos, comme par exemple le vol commis par des aubergistes, hôteliers, voituriers ou bateliers, qui est particulièrement condamné. Ça n'est plus véritablement le cas. En revanche, on voit que les crimes les plus graves qui vous exposent aux travaux forcés à perpétuité sont des vols commis avec l'usage d'armes et de violence la nuit et la complicité. On aurait tendance à dire qu'aujourd'hui, il en irait peut-être un peu de même. Oui, on a un mouvement un peu de très longue durée qui criminalise de plus en plus la violence, parce qu'au fond, ce qui est le plus grave, dans l'imaginaire collectif, c'est bien effectivement l'usage de la violence. Déjà au 19e siècle, ce qui fait le plus peur, c'est le brigand.
le brigand qui justement se caractérise par l'usage de la violence. C'est quelque chose qu'on va retrouver sur la longue durée. Typiquement, c'est peu connu, mais juste après la Deuxième Guerre mondiale, il y a un pic de banditisme, ce qu'on appelle le gang des tractions avant, après 1945. Et il y a une loi d'ailleurs qui va être votée, elle n'a pas eu lieu d'être appliquée à ma connaissance, qui permettait de condamner à la peine de mort, de la même manière qu'au XIXe siècle, des individus qui auraient fait des hold-up avec des armes, même s'ils n'avaient pas tué. Donc on a bien cette volonté avant tout de criminaliser la violence. Et qu'est-ce qui subvertit l'ordre social? Vous rappelez par exemple, Arnaud-Dominique Hout, que les pieds nickelés ont fait très peur. On a cru qu'ils allaient subvertir la jeunesse. Oui, la littérature, la presse, les faits divers et le cinéma. Par-dessus tout. Ça, c'est une constante. La société a peur des mauvais exemples, et surtout parce que ces mauvais exemples sont séduisants, sont fascinants. Il faut bien comprendre que des figures comme celle d'Arsène Lupin, de Fantomas, des pieds nickelés, pour ne citer que des figures des années 1900-1910, ont eu une très grande popularité, et effectivement, une première lecture peut donner le sentiment qu'on fait l'éloge du vol. Alors après, quand on regarde plus attentivement, c'est amusant de voir que ces figures-là, en fait, sont beaucoup plus morales qu'elles n'en ont l'air. Arsène Lupin, typiquement, il n'est pas tellement voleur. Quand on prend l'ensemble des romans, il vole finalement au début très peu, il devient très vite un justicier, plutôt un redresseur de tort. Les pieds nickelés, c'est une exception, eux, c'est des vrais voleurs. Mais ils échouent beaucoup. Ils échouent, et surtout, on est dans une logique qui est tellement farcesque que là, c'est de l'amoralité revendiquée. Arnaud-Dominique Hout, Propriété défendue, la société française à l'épreuve du vol, c'est aux éditions Gallimard, et ce livre a obtenu le prix du livre d'histoire du Sénat. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. On va évoquer également la manière dont la République s'est saisie de ces thèmes, et puis aussi l'état de la République, parce que vous êtes également un historien de la République, et on vous doit notamment un livre sur ce que vous avez appelé la victoire de la République jusqu'en 1914, avec des épisodes populistes. On n'employait pas le terme à l'époque, mais on parlait par exemple de boulangisme. Vous nous direz si le phénomène est reproductible. Il est 8h sur France Culture. 7h, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Le regard d'un historien sur l'actualité. Arnaud-Dominique Hout, vous venez de publier Propriété défendue, la société française à l'épreuve du vol aux éditions Gallimard. Un livre qui, je dois le dire, a obtenu le prix du livre d'histoire du Sénat. Un livre où vous évoquez ce que vous appelez la civilisation de la propriété. Vous avez beaucoup travaillé sur des échelons administratifs, sur la question, par exemple, du maintien de l'ordre au travers de la gendarmerie, par exemple, mais aussi sur l'évolution de notre République, avec un livre intitulé Le triomphe de la République qui s'arrête en 1914. Quel regard portez-vous sur ces élections départementales et régionales ? Un des éléments intéressants, c'est qu'en fait, on parle beaucoup des régionales et assez peu des départementales. J'ai quand même le sentiment qu'il y a une vraie dissonance, peut-être d'ailleurs c'est ce que suggérait aussi le biais politique qu'on entendait à l'instant. Il y a quand même une nationalisation de l'élection, alors qui s'explique par des tas de facteurs, mais qui est peut-être aussi liée au fait que la région est un échelon relativement récent, et encore plus récent si on tient compte des recompositions des dernières années. Les grandes régions n'ont pas forcément un ancrage identitaire fort dans le pays, et la région de toute façon n'a qu'une cinquantaine d'années, et politiquement même un peu moins en termes d'élections. Les départementales, c'est différent. Le canton, pour le coup, c'est le territoire du 19e et d'une grande partie du 20e siècle. Et alors, moi, quand je travaillais justement sur l'histoire de la gendarmerie, j'ai pu voir ce que ça voulait dire concrètement un canton. C'est justement Louis-Napoléon Bonaparte, quand il est président en 1850, pour expliquer qu'il va mettre des gendarmes un peu partout, il explique qu'il faut une brigade par canton. Et tout le monde comprend, parce que c'est un échelon qui... Comment il s'est construit historiquement, cet échelon-là ? Alors, au départ, c'est un petit peu comme tout ce qui se fait sous la Révolution française, un choix un peu mathématique, avec la volonté justement de trouver un échelon territorial qui permette justement de concilier la bonne administration, la proximité et en même temps une petite part de centralité. Donc c'est au départ un échelon totalement artificiel. Mais cette construction artificielle correspond à un espace de vie, puisque le canton, en général, va devenir l'espace de commerce, on va dire, de grand voisinage, où les gens peuvent se rendre de manière assez naturelle. C'est l'espace, en fait, des petites villes qui structurent de manière très profonde l'espace français, à la fois dans la vie quotidienne et dans l'administration.
Cela, sans doute, jusqu'au milieu du XXe siècle. Cet échelon-là, en fait, il n'a pas résisté, pour des raisons évidentes, à l'accélération de l'exode rural dans les années 1950-60 et à la métropolisation. Et typiquement, dans les départements urbanisés, le canton, ça veut rien dire. Personne ne sait à quel canton il appartient. Alors que dans les départements ruraux, le canton, c'est quelque chose qui peut d'ailleurs avoir encore une dimension assez forte. Mais est-ce que ça veut dire aussi que, avec la modernité, la France est devenue un espace homogène? Vous avez fait un atlas de la France au 19e siècle. Si on compare par exemple la situation au 19e avec aujourd'hui, a-t-on affaire à un territoire où le canton a moins de sens parce que finalement il n'y a plus beaucoup de différence d'un canton à un autre? Alors je pense pas, je pense que les différences existent toujours et justement elles sont peut-être même encore plus importantes, notamment entre le rural et l'urbain. Simplement ce qui est très frappant aujourd'hui, c'est qu'on voit bien qu'on est dans une phase d'expérimentation sur la recherche du bon échelon administratif. On voit qu'il y a des tentatives pour instituer les métropoles comme un échelon administratif en soi, à Lyon, à Paris bien sûr. On voit qu'on est dans finalement une sorte de transition. Mais qui correspond tout simplement à l'accélération des mutations. Ça, c'est quelque chose qui nous avait beaucoup frappé, Aurélia Dussert, avec qui j'ai écrit cet atlas du 19e et du 20e siècle. Et moi-même, quand on en avait discuté, on était très frappé par le fait que dans les années 1960, on voit vraiment se disloquer tout le modèle d'encadrement territorial, administratif et social qui s'était constitué après la Révolution française. Comme si finalement, c'est pas une idée si originale, d'autres l'ont dit, mais comme si le 19e siècle se terminait dans les années 1960. Mais alors, justement, parce qu'en France, on a l'habitude d'opposer l'échelon administratif ou l'administration française et le politique. Qu'en est-il selon vous, puisque vous observez les choses sur la longue durée? Est-ce que cette opposition, elle fait sens? Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que les administrations n'ont pas toutes les mêmes échelons territoriaux. Ça a toujours été un facteur de complexité. Et alors, quand on est historien, on en prend la mesure quand on va aux archives et quand on découvre que, selon l'administration qu'on veut étudier, ça va être un ressort différent, donc un lieu de conservation différent. Le militaire, l'intérieur, l'administration préfectorale, chacun va avoir sa propre carte de France. Donc, c'est pas simple. Et il me semble que ça contribue aussi à créer cette discordance avec la cartographie politique. Alors, ce qui a pu l'unifier, c'est finalement des territoires très structurants. Le département, qui a quand même, là, pour le coup, plus de 200 ans et une forte identité. Je me souviens que quand on a transformé les plaques d'immatriculation et qu'on n'avait plus la nécessité d'avoir le numéro d'identification du département, il y a eu une levée de bouclier pour dire si on tient à l'identification départementale. Mais c'est un des seuls territoires qui ait cette force, qui ait cette structuration. Alors après, il faut quand même rappeler que la France est un pays jacobin centralisé, si on peut reprendre un peu les classiques ici, et qui a aussi finalement, à la différence d'autres pays européens, une dimension nationale qui est peut-être plus forte. Les dimensions territoriales existent, bien sûr, mais elles ont toujours eu plus de mal pour des raisons politiques, mais aussi peut-être parce que ça correspond à la demande de la population. Elles ont eu plus de mal à s'affirmer, je crois. Vous avez publié un ouvrage sur ce que vous avez appelé le triomphe de la République en 1914. Et pourtant, dans la période que vous avez étudiée, la République a été victime d'un certain nombre de forces qui tentaient de la renverser, de mouvements qu'on qualifierait aujourd'hui de populistes. Si vous deviez précisément faire une comparaison entre le poids du populisme dans cette période-là et son poids actuel. Je suis content que vous me proposiez cette comparaison parce qu'on compare aujourd'hui toujours l'actualité aux années 30, ce qui est pertinent par de nombreux aspects, mais on oublie qu'il y a d'autres précédents et notamment effectivement à la fin des années 1880, la crise boulangiste. C'est un moment qui est quand même très intéressant parce que c'est une crise économique. On a la crise économique, on a une crise politique. Puisque la République vient de s'installer, mais en même temps, elle commence à décevoir. Et en même temps Pourquoi déçoit-elle ? Alors elle déçoit parce qu'il y a des grandes promesses et des grandes espérances. Et ces grandes espérances, elles sont difficiles à tenir parce qu'il faut concilier justement en même temps une part de conservatisme, notamment sur le plan social. Elle déçoit aussi parce que la République a fait quelque chose qui est très généreux et qui est très positif, c'est de donner la liberté de la presse, mais la contrepartie, c'est que la presse a la liberté de critiquer. Et notamment d'identifier la corruption. Il n'y a pas plus de corruption en République qu'avant.
sans doute même le contraire, mais cette fois elle est visible, elle est dénoncée. Donc on a un potentiel de contestation. Est-ce que vous iriez, Arnaud Dominique Hout, jusqu'à faire une comparaison entre la critique de la presse à l'époque et la critique des réseaux sociaux aujourd'hui, puisque on impute ou on accuse les réseaux sociaux d'être la cause de la situation dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire une situation de défiance, une situation qui est perçue comme étant une situation de débat absent et de violence accrue entre les différentes tendances de la société. À une échelle différente, je pense que la comparaison n'est pas absurde. Tout simplement parce que la loi de 1881, qui libéralise la presse, rend possible désormais le développement de journaux qui ne souffrent pas de censure. Il n'y a pas de censure a priori. Et ce mouvement de libéralisation de la presse rend possible justement une explosion de titres très différents, très diversifiés, y compris d'ailleurs des feuilles qui appellent à la haine. On a notamment avec Édouard Drummond et d'autres des journaux antisémites qui revendiquent une haine épouvantable, dont la lecture d'ailleurs est très éprouvante aujourd'hui. Donc on a tout ce contexte finalement un peu de bouillonnement, et tout ce bouillonnement va se cristalliser autour d'un homme qui n'est pas spécialement remarquable, le général Boulanger. Il est ministre de la guerre, il était plutôt classé comme un républicain, il se retrouve à des positions de prestige. C'est surtout une baudruche. Boulanger, c'est quelqu'un qui finalement va attirer sur son nom une popularité, mais qui va surtout avoir l'intelligence de ne pas rentrer dans le détail et de rester dans le flou. Autour de lui, ce qui se met en place à la fin des années 1880, c'est ce qu'on appelle déjà la coalition des mécontents. Tout le monde, finalement, à l'extrême gauche, à droite, les royalistes eux-mêmes, qui pourtant auraient du mal à se reconnaître dans un général républicain, l'extrême gauche qui considère que la République est trop bourgeoise finalement pour satisfaire à ses promesses initiales, tout le monde finalement se dit que le boulangisme peut être un moyen de secouer cette République. Donc ce n'est pas l'extrême droite au sens strict du terme, puisqu'il réunit autour de son nom différentes tendances de la société. Exactement. Alors on peut parler d'une forme de populisme de ce point de vue, puisque Boulanger revendique ce modèle-là. Mais ce qui est très ambivalent en fait avec Boulanger, c'est qu'il y a Boulanger lui-même dont on ne sait pas toujours ce qu'il pense, et il y a en fait ses lieutenants. Et ces lieutenants, justement, il y a une partie qui vient de l'extrême gauche et une partie qui vient du monde royaliste, de l'extrême droite, des milieux antisémites également. Mais alors, comment observez-vous un phénomène comme Éric Zemmour ? Il y a cette semaine dans le magazine Le Point un sondage qui est consacré à ses chances en matière électorale. S'il se présentait à l'élection présidentielle, Le Point dit qu'Éric Zemmour obtiendrait 5,5% des voix au premier tour, mais aussi et surtout qu'il empiéterait finalement assez peu sur l'électorat de Marine Le Pen, ce qui veut dire que le bloc d'extrême droite, mais là aussi je vais demander votre regard, Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan et Éric Zemmour obtiendraient 37% des voix, en tout cas dans ce sondage, puisque bien entendu ça n'est qu'un sondage. À quoi vous fait penser Éric Zemmour ? Alors, il y a Gérard Noiriel, un de mes collègues, qui a écrit un livre il y a un an très intéressant, Le venin dans la plume, où il compare justement Éric Zemmour à Édouard Drummond. Alors, on peut toujours discuter d'une comparaison à 120 ans d'écart. Évidemment, il y a des tas d'éléments de contexte qui sont totalement différents. Il y a quand même des points de convergence, notamment dans le fait que Édouard Drummond a un grand succès journalistique, médiatique, et aussi à l'époque littéraire finalement. Il est considéré comme une plume, comme un pamphlétaire de talent. Lui, il va devenir député. Il va devenir député, on ne peut pas dire que c'est ce qui va vraiment réussir. La carrière politique de Drummond, elle est finalement assez marginale. Il réussit finalement dans la provocation, dans les médias. Il ne va jamais vraiment réussir en politique. Il n'y a pas beaucoup d'espace finalement pour ce type de figure, en tout cas à la fin du 19e siècle. Mais ce qui veut dire qu'un intellectuel comme Drummond, ce n'est pas un jugement de valeur, c'est un jugement de fait, un intellectuel comme Drummond peut attirer sur son nom des suffrages, ce qui veut dire que le populisme à la française n'est pas nécessairement, on risque donc d'en étonner certains, un anti-intellectualisme. Il peut très bien y avoir une conjugaison donc d'une personnalité intellectuelle qui va
porter, qui va accompagner un mouvement populiste, Arnaud Dominique Hout? Il peut y avoir une part de contradiction, tout simplement. Cette contradiction, c'est qu'on a effectivement un discours anti-intellectuel qui existe, qui est présent, mais qui s'accompagne du fait que pour se faire représenter, une partie, justement, notamment de l'extrême droite, traditionnellement, aime des figures qui ont des prétentions littéraires. On a eu Charles Maurras, on a eu Léon Daudet, on a eu des figures, et même Jean-Marie Le Pen jouait à la fois de l'image rugueuse de l'ancien para au parler dru, mais il employait aussi l'image de celui qui savait faire des discours et qui aurait été considéré comme un orateur. De ce point de vue, je pense qu'il faut pas sous-estimer la capacité des leaders d'extrême droite à utiliser aussi, avec le beau langage, avec la belle parole, un moyen de donner finalement une forme de respectabilité à eux-mêmes et à leur électorat, qui se sent reconnu, qui se sent flatté, tout simplement parce que, justement, ils s'expriment bien. Bon, la lutte contre l'élément étranger chez Drummond, c'est évidemment le juif. Donc, on voit là comment ça fonctionne. La question de l'insécurité, est-ce qu'à l'époque, elle est déjà aussi présente en politique, Arnaud Dominique Hout? Pas vraiment. C'est une toile de fond, mais c'est pas un sujet qui réussit à cliver. Alors, c'est présent sur un point, c'est que on a compris dès les années 1860 et surtout à la toute fin du 19e siècle, on a compris que le fait divers, ça faisait vendre. Et donc les journaux, la presse écrite, puisqu'il y a qu'elle évidemment à l'époque, les journaux donc utilisent le fait divers et vont savoir mettre en scène le fait divers, y compris pour en tirer des sortes de leçons sur notamment l'inefficacité de l'État. Donc ce discours-là, il peut exister. En revanche, il a peu d'écho. Et c'est assez intéressant dans l'enceinte parlementaire, dans le débat politique, soit parce que les dirigeants politiques considèrent que finalement ça relève des faits divers, de la presse de caniveau, soit parce que ça ne les divise pas vraiment, parce qu'au fond ils sont assez d'accord sur les recettes. Les républicains ont une vision très répressive de l'ordre social à la fin du 19e siècle. Ce qui veut dire que c'est intéressant ce que vous dites sur les faits divers, puisque là aussi, lorsqu'il y a par exemple la récidive, lorsqu'il y a une difficulté à lutter contre certains types de crimes, là en l'occurrence aujourd'hui on évoque les féminicides, eh bien on considère que l'État n'a pas pris les bonnes mesures, Arnaud Dominique Hout. Oui, c'est vraiment une... Alors, c'est toujours difficile de parler d'une spécificité française parce qu'il faudrait développer les comparaisons. Mais il y a quand même une vraie caractéristique française de ce point de vue, c'est l'idée que la sécurité, c'est l'affaire de l'État. Ça, c'est quelque chose qui est profondément ancré, alors qui est lié à la volonté de l'État lui-même, qui a voulu monopoliser cette violence légale et légitime, justement. Un État qui veut prendre les responsabilités pour éviter que quelqu'un d'autre ne le fasse, mais qui a tellement bien réussi à instiller cette idée que finalement, la société est en droit de considérer que la réponse justement à la délinquance, c'est le problème politique. Oui, vous voulez dire que, par exemple, si l'on compare la situation en France et aux États-Unis, l'État délègue une partie de son pouvoir de maintien de l'ordre aux individus, puisque le port d'armes est autorisé et probablement ne sera pas remis en cause avant un certain temps, y compris par un président démocrate comme Joe Biden. C'est une vraie différence en matière de pacte social. Absolument. Alors même s'il y a quelque chose d'assez curieux et qu'on a oublié, c'est qu'en France, le port d'armes a été très très libéral jusqu'aux années 1930. Dans les années 1900, il y a des journalistes du Matin qui, pour montrer l'absurdité de la loi, se promènent sur les Champs-Élysées avec des fusils de chasse. C'est légal. On peut se promener sur les Champs-Élysées avec des fusils de chasse. On a le droit à tout, sauf aux revolvers dissimulés. Donc vous imaginez bien qu'il y a malgré tout un potentiel de violence, de tension, de légitime défense qui dérive en violence, qui existe. Mais tout de même, oui, la différence, elle est manifeste entre France et États-Unis. Typiquement, quand on regarde le paysage policier et judiciaire aux États-Unis, c'est à l'échelon local que ça se joue. C'est-à-dire que l'essentiel de la gestion de la délinquance, elle se fait en relation avec les autorités locales, qui sont élues d'ailleurs pour ça, là où en France, les problèmes de délinquance sont envisagés avec la place Beauvau et avec finalement les autorités centrales. Dans cette civilisation de la propriété que vous décrivez dans Propriété défendue, le livre que vous publiez aux éditions Gallimard, Arnaud Dominique Hout, on suit la progression des larcins, des types de larcins. Alors évidemment, il n'y avait pas de vol d'autoradio il y a un siècle, il n'y avait pas non plus
de vol d'automobile. L'apparition de ces nouveaux objets, avec bien évidemment de nouvelles convoitises, comment l'interprétez-vous dans cette histoire que vous faites du vol ? En fait, l'histoire du vol, c'est un peu l'histoire des objets et de la civilisation matérielle et de leur diffusion. C'est très significatif parce qu'au 19e siècle, les vols typiques sont des vols de vêtements. Des vols de vêtements, alors qui évoluent, hein, c'est des vols très misérables évidemment, mais voilà, on vole principalement des habits, et y compris notamment du linge qui sèche tout simplement, parce que c'est assez facile, il y a un effet d'opportunité. Au début du XXe siècle, et ça restera vrai pendant toute la première moitié du XXe siècle, on vole des bicyclettes. La bicyclette, il n'y a rien de plus facile à voler, surtout que les inventions permettant d'attacher les bicyclettes ne sont pas encore tout à fait au point. Complètement changé à cet égard. Exactement. Et l'automobile va prendre sa place, tout simplement. Alors, au milieu du XXe siècle, hein, le vol d'automobile, c'est typique des années 1950-60. Ça a commencé bien sûr bien avant, mais j'ai quand même souvenir d'avoir lu dans l'Auto-Journal, l'ancêtre de l'équipe, en 1910, il y a un article assez savoureux justement d'un journaliste qui constate qu'il y a eu des vols d'automobiles et qui trouve ça invraisemblable et qui dit voler une automobile, mais pourquoi pas voler la Tour Eiffel ? Comme si justement c'était insensé. Bon, on sait que ça va se développer par la suite. Mais d'ailleurs, vous citez l'historien Michel Vinocq qui, en 1968, déplore le vol de son automobile. Qu'est-ce que vous en tirez, justement ? Alors, c'est un peu un clin d'œil à un historien que j'admire beaucoup ici. Et c'est vrai que dans son journal, Michel Vinocq l'évoque. Et ce qui est intéressant, ce qui m'a particulièrement intéressé, c'est que le journal de Michel Vinocq est un journal politique. Et c'est une des rares notes de vie privée qu'il intègre dans ce journal politique. Et je trouve ça significatif parce que justement, on est à la croisée de quelque chose qui touche à l'intime. Le vol, c'est une affaire personnelle, mais qui touche aussi justement à sa vie citoyenne et politique. Alors, ce qui est intéressant avec le vol d'automobile, c'est qu'il est aussi le premier vol assurable. Puisque dans les années 1950-60, on a une obligation de l'assurance automobile, et les assurances automobiles qui vous protègent en tant que conducteur vont, dans la quasi-totalité des contrats, vous protéger en tant que propriétaire. Et c'est ce qui permet de changer aussi ce régime de rapport au vol, parce que à partir du moment où le véhicule, l'objet volé est assuré, il peut être remplacé, le vol n'est plus une menace, il devient un risque. Mais alors, précisément dans cette histoire du vol, Arnaud Dominique Hout, il y a aujourd'hui plus d'objets, donc probablement plus de choses à voler qu'hier, c'est évident, puisque on vole peu de chemises ces temps-ci, donc il y a moins de petits larcins tels que ceux que vous décrivez dans votre livre. Le vol de pain n'est plus criminalisé. Est-ce que ça signifie qu'il y a plus de vols parce qu'il y a plus de biens, qu'on y prête plus d'attention, ou bien que cette civilisation de la propriété que vous décrivez, eh bien, elle est aujourd'hui incontestable et tout le monde y est finalement attaché ? Alors, il y a trois grandes explications qui sont souvent invoquées pour expliquer l'augmentation du nombre de vols dans le dernier tiers du XXe siècle. La première, c'est effectivement la plus simple et sans doute la plus massive, c'est la société de consommation. Il y a beaucoup plus de choses, il y a beaucoup plus d'opportunités. La deuxième, que je trouve assez peu convaincante, mais qui est liée au fait que l'explosion du nombre de vols date de 68, à peu de choses près, c'est une explication par la permissivité morale. J'y crois pas beaucoup, tout simplement parce que personne, en réalité, n'a défendu le vol. C'est hyper marginal, y compris dans les milieux les plus révolutionnaires. La théorie du vol révolutionnaire, elle a existé au 19e siècle. La propriété, c'est le vol. Je pensais que vous alliez terminer ma phrase, mais Proudhon. Oui, la propriété, c'est le vol, Proudhon. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que Proudhon devient célèbre avec cette formule, mais ensuite, il va passer toute sa carrière à dire « Attention, c'est pas ce que je voulais dire ». Qu'est-ce qu'il voulait dire ? Ce qu'il voulait dire, c'est que la propriété poussée à l'excès, c'est-à-dire en fait, justement, l'idéologie propriétaire, c'était la spéculation, c'était le parasitisme, c'est sa formule, c'était le vol. En revanche, la petite propriété, il n'y est pas du tout hostile. Au contraire, il considère même que la société doit se fonder sur un modèle de petite propriété. Mais alors le discours sur l'état de nécessité aujourd'hui, où le retrouve-t-on ? Alors c'est justement la troisième explication qu'on peut retrouver encore dans l'explication de l'augmentation du nombre de vols. C'est, alors, non pas la pauvreté, le vol est rarement un vol misérable aujourd'hui, mais c'est notamment les inégalités.
Et ça, c'est un point qui est très très frappant. Dans les années 60-70, on a certes une société de consommation, mais on a aussi une France qui reste inégalitaire. Et du même coup, la consommation est inégalitaire et typiquement le supermarché qui est emblématique des années 60-70 devient le lieu où on expose les convoitises dans une société où tout le monde n'a pas les moyens de les acquérir. Mais il y a quand même un vol qui est de plus en plus sévèrement réprimé, moralement et juridiquement. Ce sont les sommes que l'on va distraire de la communauté nationale, autrement dit, la fraude fiscale, la manière dont on peut optimiser fiscalement. Alors ça, c'est légal, mais lorsque cela se déroule dans les paradis fiscaux, parfois, ça ne l'est plus. Ça, c'est quelque chose qui était toléré jadis et qu'il est de moins en moins, Arnaud Dominique Hout. Alors la frontière, effectivement, est très ténue entre l'optimisation et la fraude. Et c'est toute l'ambiguïté, puisque en réalité, c'est un thème dont on parle aujourd'hui davantage. Il est davantage médiatisé, donc on peut penser qu'il est moins toléré. En réalité, la force des fraudeurs, finalement, c'est d'avoir fait croire que la fraude était un sport national. C'est un thème récurrent, de dire que tout le monde fraude. Oui, peut-être que tout le monde a commis des petites fraudes, tout le monde ne fraude pas au même niveau. Et le problème, c'est que c'est ça qui crée une forme de tolérance en se disant que le gros fraudeur ne ferait après tout que reproduire ce que font les petits fraudeurs. Mais alors, c'est une manière de mettre en parallèle un vol qui souvent est stigmatisé par la droite, le vol de la propriété, et puis un vol qui est stigmatisé par la gauche. Est-ce que le français, comme cela a souvent été dit, a une moralité médiocre, même Durkheim le disait? Est-ce que, historiquement, c'est quelque chose que vous constatez, Arnaud Dominique Hout? Il y aurait quelques libéralités ou une tolérance plus grande à l'égard de certaines incivilités chez nous en France? En réalité, non. J'ai le sentiment même du contraire à lire justement toute cette presse notamment qui est vraiment empreinte d'un discours moral en toile de fond. Alors évidemment, on peut en interroger les évolutions, mais il y a quand même une constante, y compris dans les vols de nécessité, c'est que celles et ceux qui ont pu être amenés à commettre des vols s'en excusent toujours et disent que c'est vraiment la solution de dernier recours. J'ai un exemple qui est très parlant, c'est Louise Michel. Louise Michel, on a une figure de révolutionnaire, communarde, insurgée, qui anime une grande manifestation en 1883 et elle est condamnée pour avoir provoqué au pillage. Elle ne se défend pas, elle dit « Ok, condamnez-moi, pas de problème, je vais prendre la peine de prison, dites ce que vous voulez, mais ne dites pas que je suis une voleuse ». Et ça, c'est quelque chose qui résume au fond cet imaginaire aussi républicain du vol. Et puis alors, à côté de l'histoire du vol, il y a aussi une histoire des moyens de se protéger contre le vol. Alors ça va des serrures aux alarmes en passant par la vidéosurveillance. Et là aussi, les procédés sont de plus en plus sophistiqués. De plus en plus sophistiqué, mais pas forcément plus inventif. Je pense que là, c'est dans les archives ce que j'ai trouvé de plus extraordinaire, c'est des systèmes de pièges artisanaux à la fin du 19e siècle, le record étant détenu par quelqu'un qui se faisait braconner ses carpes dans un étang de pêche et qui avait installé des explosifs autour. On est vers 1900, il va tuer 2 personnes quand même en faisant ça. Donc l'inventivité au prix justement de la vie ses humaine, carpes d'ailleurs, j'imagine. Probablement. En tout cas, l'inventivité ici existe de longue date. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a tout un marché de la sécurité. Et ce marché, en fait, on le voit exploser dans les années 70-80, précisément au moment où le vol augmente et au moment où la police, la gendarmerie, l'État ne sont pas en mesure justement de faire face à cette augmentation. Et à ce moment-là, il y a une campagne publicitaire qui est lancée par le ministère de l'Intérieur, qui a été sur les écrans de cinéma pendant plusieurs années, au début des années 80, et cette campagne, son slogan, c'est « Ne soyez pas cambriolables ». On rejette la responsabilité finalement de la protection, non plus sur la police et sur l'État, mais sur l'individu qui doit se doter de serrures de sécurité, de verrous, et qui évidemment va devoir payer pour le faire. Et on voit là aussi que cette habileté, cet arsenal qui est déployé contre le vol, il va de pair avec l'habileté des voleurs également. Absolument. Alors là, il y a une jolie formule de Marx qui évoque la course-poursuite technologique justement entre les voleurs et les volés. Et finalement, il dit le voleur gagne toujours. Il y a un coup d'accélérateur technologique. On le voit très bien aujourd'hui parce que tous les nouveaux systèmes de protection, notamment des automobiles fondés sur l'électronique, sont déjoués à chaque fois. Ça, c'est vraiment un système récurrent. Je pense que
Par définition, aucun système de sécurité n'est infaillible et donc on stimule l'inventivité, mais peut-être la professionnalisation aussi du vol. Parce que plus les systèmes de protection se développent, plus c'est le vol professionnel finalement qui s'impose. Ce sont les seuls à avoir les moyens d'investir les sommes nécessaires pour déjouer les systèmes de sécurité. Arnaud Dominique Hout, Propriété défendue, la société française à l'épreuve du vol, c'est le livre que vous publiez aux éditions Gallimard. Et je dois dire que ce livre a obtenu le prix du livre d'histoire du Sénat.